On s'est dit, bon, on utilise l'approche de la triangulation, on essaye dans les qualitatifs d'amener de l'objectivité à travers l'interaction de plusieurs chercheurs. Et du coup, on attaque un peu le qualitatif avec une approche qui essaye d'être effectivement celui des catégories, des codages. Et enfin, on arrive à aujourd'hui avec les pragmatismes et les tests de compatibilité. Donc, avec O, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas une supériorité entre quanti et quali, mais il faut utiliser les deux. Ça, c'est la réponse qui est donnée. Johnson et ses collègues, en 2007, ont effectivement essayé de donner des définitions. On en a retrouvé à travers une révision systématique de la littérature 19 définitions de la RMM. Et donc, ce qu'on peut retrouver dans ces différentes définitions, l'effet que ce qui est certes, c'est que l'élément commun est la combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives, ou par contre les différents théoriciens scientifiques ont des points de vue différents par rapport à quand est-ce qu'on fait ces mélanges entre les quanti et les quali. Il est où ce moment de la combinaison? Avant le recueil des données, pendant le recueil des données, dans l'analyse, pendant les trois moments. Donc, les théories sont différentes et les définitions sont différentes par rapport à ça. Ou les raisons. Pour quelles raisons on fait ça? Pour bien interpréter les données, ou plutôt dans une phase exploratoire, ou voilà, quels sont vraiment les buts? Quelle est la question de recherche qui nous amène à utiliser cette méthode? Et après, les éléments, effectivement, qui guident les choix de la méthodologie mixte. Donc, une définition que, personnellement, à mon humble avis, est exhaustive, et que la recherche par méthodologie mixte est un type de recherche dans lequel un chercheur ou une équipe de chercheurs associe des éléments issus des méthodes qualitatives et quantitatives. Donc, tout cela avec les buts vraiment d'une meilleure compréhension. Donc, on essaiera un peu de décortiquer ça à travers les exemples que je vais vous fournir de mes recherches. Et Green a identifié donc 5 fonctions de la méthodologie mixte avec la triangulation. Donc, on essaie vraiment de faire converger des différentes interprétations. La complémentarité, c'est-à-dire le quanti est un complément au quali et vice-versa. Les développements, donc effectivement, l'interaction de ces deux méthodes permet de tester des nouveaux outils, d'avancer dans notre question de recherche, et après, effectivement, de pouvoir initier de nouvelles idées ou d'en expanser, d'en extendre d'autres. Je vais passer rapidement sur cette diapo, mais Creswell et Plano-Clark sont vraiment deux points de repère, sont des sources indispensables pour vraiment comprendre les différents protocoles. Et donc, on a des guidelines, des lignes guides à suivre pour pouvoir mettre vraiment en place la méthode mixte. Et on arrive donc à cette définition que j'ai essayé de donner un peu de la donnée quanti-qualitative. Et la donnée quanti-qualitative, on peut la voir des deux approches, des deux perspectives différentes. D'un côté, on a la donnée qualitative. C'est-à-dire on est en train de créer une qualitizing data qui signifie en fait que certaines données qu'on a collectées avec une méthode quantitative, on essaie de le voir selon une perspective qualitative. Je ne sais pas si vous êtes tous un peu, vous connaissez un peu les statistiques, mais disons, par exemple, quand on utilise des données des questionnaires, il s'agit des données numériques derrière parce qu'on peut avoir un 0, un 1, des chiffres que, par contre, on peut essayer de transformer en information à travers des analyses factorielles.
bref, il y a des techniques qui permettent de passer du quantitatif, des chiffres, au qualitatif. Et vice-versa, on peut rendre quantitatif, donc je sais pas, bref, quantitativizing les données. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait effectivement dans les analyses qualitatives quand après, derrière, on les transforme en code, en des chiffres qu'on peut analyser statistiquement. Donc après, c'est avoir un peu essayé de comprendre, j'espère que c'est à peu près clair, le champ théorique des recherches en méthode mixte. Voyons vraiment des projets de recherche que j'ai menés pendant ces années à Bordeaux. Donc, il s'agit de 3 projets qui ont en commun le fait d'être liés à la littératie numérique en santé. Donc, comment on recherche, comment on utilise, comment on s'approprie de l'information sur Internet, notamment donc sur la santé. Il s'agit des enquêtes de terrain parce qu'il s'agit des projets qu'on appelle projets recherche-action, intervention de terrain, destinés et qui ont comme public les étudiants de l'université, donc de la métropole de Bordeaux en particulier. Et des projets basés sur la co-construction, donc la recherche participative, plus précisément le design thinking, et avec l'idée de créer pas seulement de la valeur scientifique, donc avec effectivement de la valorisation scientifique avec des papiers, etc., mais surtout d'avoir un knowledge transfer, un transfert de connaissances qui nous était demandé aussi par les financeurs. Vous verrez, la région, il y a dedans, mais il s'agit de projets qui ont permis effectivement de fournir des outils politiques aussi. Et la transdisciplinarité, bien sûr, communication, santé publique, mais parmi les participants à ces projets, des sociologues, des anthropologues, des urbanistes. Donc, je vais vous présenter rapidement ces 3 projets qui ont beaucoup d'aspects en commun, mais il faudra vraiment se focaliser sur les méthodes mixtes. Donc, le premier projet, un projet qui visait à améliorer les connaissances, donc la littératie des étudiants par rapport aux services de soins sur Bordeaux. Donc, on a questionné les étudiants avec donc des questionnaires face à face, voilà l'aspect quantitatif, mais aussi en menant des entretiens semi-directifs. Donc, 126 étudiants ont été questionnés et parmi eux, 16 on a fait des entretiens semi-dirigés. Et on a pu donc comprendre que 72% des étudiants avaient renoncé aux soins malgré les besoins d'aller consulter un médecin. Donc, vous voyez les différentes raisons. Et en fait, la partie qualitative nous a permis d'aller plus en profondeur, donc de comprendre plus en profondeur les motivations, mais surtout d'arriver à comprendre quelle pouvait être la solution à ces renoncements aux soins et c'est quoi qui effectivement fallait faire derrière, quelle intervention il fallait mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a co-construit avec les étudiants une carte interactive, les étudiants, mais aussi une agence d'urbanisme et des chercheurs en urbanisme de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et on a donc pu faire tester cette carte service cher par 319 chercheurs, c'est comme ça qu'on appelle les participants à l'étude, et qui étaient en plus évalués par 79 chercheurs. Donc, vous voyez, si on s'était arrêté au quanti, on aurait eu des chiffres, mais on n'aurait pas eu peut-être des idées que les étudiants nous ont données à travers les qualitatifs. Donc, à travers des entretiens, on a pu décortiquer les chiffres donnés, les statistiques données par les quantitatifs. Donc, on en a tiré, comme je disais, des publications.
Une autre étude, cette fois-ci, donc c'est toujours la santé publique qui nous finance, mais effectivement, on a pu questionner les étudiants vraiment sur l'utilisation des nouvelles technologies et d'Internet pour la recherche d'informations. On est toujours en littératie numérique. À travers donc des questionnaires en face à face, 507 étudiants par rapport de questionner et à travers une méthode qu'on appelle méthode des quotas pour pouvoir être représentatif, et 22 entretiens semi-dirigés. Encore une fois, au-delà des notions que je vais vous donner, voilà, les résultats ils sont là, seront disponibles, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous montrer la complémentarité des résultats quantitatifs et des résultats qualitatifs. Donc, si d'un côté, on a, avec les qualitatifs, pu voir que voilà, ce qu'on avait pu apercevoir avec les questionnaires était confirmé, le qualitatif nous a permis aussi d'aller au-delà du simple fait qu'on a bien vérifié que 95% des étudiants cherchent sur Internet toute question de santé, qu'ils ont pour un peu plus d'un tiers une application pour la santé, etc. Mais surtout, là, on a pu voir qu'effectivement, la recherche d'informations a mené les étudiants à faire aussi leur propre autodiagnostic. Voilà. Et là, les projets ont eu vraiment des impacts réels parce qu'on a pu, avec les étudiants, avec les entretiens, avec les chiffres, créer un rapport qui a été un peu donné à la région pour dire, et à Santé publique France, donc à l'agence du ministère de la Santé, pour dire, écoutez, les étudiants utilisent comme ça Internet pour la santé, il y a des problématiques. Donc, on a vraiment créé un rapport politique, donc ce qu'on appelle un policy brief qui a été adressé à Santé publique France. Et les derniers projets, financés cette fois-ci par la Fondation Roche, étaient visés vraiment à faire un état des lieux de la santé mentale des étudiants étrangers. Donc, qui sait pourquoi je me suis intéressée aux étrangers. Mais donc, littératie en santé mentale de ces publics, on est allé vraiment le voir dans les résidences universitaires en faisant du porte-à-porte. Donc, on a eu 100 étudiants étrangers, 141 étudiants français. Donc, c'est qu'on appelle toujours en santé publique une espèce de groupe de contrôle, un peu comme les essais cliniques. Et on a pu aussi réaliser donc 20 entretiens semi-dirigés et on allait un peu au-delà et on a eu donc un focus group avec 10 étudiants étrangers. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment avoir des chiffres un peu sur comment la santé mentale est perçue par les étudiants, par les étudiants étrangers. Est-ce qu'il y a une différence entre l'étudiant étranger et l'étudiant français? Est-ce que les étudiants savent à qui s'adresser s'ils ont des soucis de santé mentale, etc. Donc, les chiffres étaient parlants. Mais en même temps, pour pouvoir interpréter ces chiffres, il était indispensable d'interroger les représentations de la santé mentale. Et vous voyez que derrière les mots représentation, il y a le fait qu'on ne pouvait pas se contourner, se renfermer à l'aspect quantitatif. Donc, c'est pour ça qu'on a pu vraiment prendre en considération d'autres facteurs et on a pu utiliser les quantitatifs pour contextualiser le qualitatif, parce qu'à travers les quantitatifs, on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait surtout des étudiants africains, et que donc, avec les qualitatifs, quand on allait les questionner, bien sûr, leur façon de représenter la santé mentale était liée au fait de provenir d'un certain pays, d'une certaine culture, etc.
Et on a utilisé comme dispositif de communication vraiment une carte, une clé USB ou les documents, les documents, les flyers en version numérique étaient déposés, donc des documents qui illustraient le fonctionnement de la sécurité sociale étudiante et aussi il y avait la fameuse carte que je vous ai montrée tout à l'heure en version statique pour pouvoir montrer aux étudiants les services à leur disposition dans la métropole bordelaise. Donc, tout ça pour vraiment présenter un peu, je suis très, très contente de voir avec vous, de discuter avec vous les avantages et les inconvénients de la méthode mixte, un débat qui est encore ouvert. Dans notre centre de recherche, ça semble être quelque chose d'innovant. Surtout parce que, voilà, comme je vous disais, les centres on parle beaucoup d'épidémiologie, donc le moment où on introduit quelque chose de différent, ça fait innovant. Donc, est-ce que l'innovation, c'est le fait de se différencier? Mais on a des doutes, j'ai personnellement des doutes aussi sur une méthode qui est effectivement un peu lourde et extrêmement coûteuse. Si après on veut parler du budget, du fait qu'on doit mobiliser pas mal de ressources. Les avantages, par contre, elles sont évidentes parce que d'un côté, on a l'effet qu'on mélange ce qui est exploratoire. Donc, l'exploratoire, c'est le qualitatif. On explore, on interroge, on essaie vraiment de trouver des réponses à des questions de recherche inférieures au début, en fait. Et quand, par contre, on a déjà des hypothèses bien claires, c'est là que le quantitatif est confirmatoire. Et d'un côté, du coup, on peut avoir une relation de prédiction, et c'est la prédiction donnée par le quantitatif, mais de l'autre côté, comprendre comment se passe cette relation prédictive à travers le qualitatif. Mais et c'est vrai, surtout en étant à cheval entre ces deux disciplines, que la méthode me paraît très appropriée, notamment quand on a des questions de recherche complexes, mais complexes dans le sens où elle mobilise plusieurs disciplines et plusieurs éléments. Et des inconvénients, ou peut-être on peut plus utiliser les mots réflexion, inconvénients, c'est mon côté toujours positif, mais voilà, ce n'est pas des inconvénients, c'est des points de réflexion. Effectivement, il est très très difficile d'établir le lien entre numératie et littératie, dans le sens entre le chiffre un peu, entre le chiffre et l'information. Et donc, ces liens-là, il n'est pas évident parce que on peut dire que parfois, l'information elle est même redondante. On l'a vu, parfois, en fait, j'aurais pu éviter de faire 20 entretiens pour confirmer des choses qui étaient déjà évidentes dans les quantitatifs. Et donc, la distinction entre données et information devient complexe. J'arrive pas, peut-être c'est aussi mon bagage théorique que j'avoue être, surtout en vous écoutant, extrêmement pauvre. Donc, j'étais parfois larguée dans vos débats extrêmement intéressants, mais peut-être il me manque ces bagages théoriques qui me permettent bien de créer, de trouver les liens entre la donnée et l'information dans un contexte hybride comme celui de la méthode mixte. Et après, il y a une question de qualité. Donc, là, c'est plus le côté santé publique qui domine, mais les indicateurs, la qualité, la performance, tout cela est plus difficile à retrouver dans une méthode qui est plus liquide, pour utiliser Bauman. Et donc, pour conclure, il y a bien sûr des constats positifs et des éléments qui sont intéressants dans la question de la méthode mixte, parce que notamment cette méthode, elle est
très bien dans les contextes digitaux où on peut voir comment le quantitatif et le qualitatif sont fortement mélangés. En fait, le digital ne fait qu'intensifier ces actions d'enregistrement. On parle de text mining grâce au digital, mais on parle aussi de data mining, donc texte et data. Et je cite un collègue, Stefan Schuck, épidémiologiste, mais qui a créé ces mots numéricum que je trouve extrêmement parlants, parce que comme les génomes, comme les chromosomes, comme en fait c'est l'ADN, aujourd'hui on laisse nos traces sur le digital et on laisse des traces qui sont à la fois numériques, parce que ça peut être les déplacements qu'on fait, donc on laisse des traces de géolocalisation sur nos téléphones, mais en même temps c'est des traces du type texte avec les tweets, les posts Facebook, les commentaires, et donc on a un nouveau identifiant, dans notre ADN, il y a aussi les numéricums, donc ces mélanges de texte et données numériques. Mais comme je vous disais, encore des questions ouvertes par rapport, par exemple, à la représentativité. Est-ce que les méthodes mixtes, d'une certaine manière, peuvent nous aider à résoudre la question de la représentativité, dans le sens où les données, les big data, les données de grande dimension sont considérées comme extrêmement importantes. C'est la solution, c'est l'avenir, c'est le présent. Mais en même temps, comment on peut remettre tout ça au réel, à la vie réelle? Est-ce qu'on est vraiment dans la représentativité? Et comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de critères de qualité dans cette méthode. Et question ouverte, est-ce que peut-être c'est ça l'avantage que je trouve personnellement dans ce type de méthode, c'est qu'elle arrive à créer les liens entre les digitales, mais peut-être plus les numériques, plus le chiffre, le fait de comptabiliser, donc le chiffre et l'humain. Donc le qualitatif permet de donner de la voix à un chiffre, et en même temps, on peut réobjectiviser les textes, l'expression, le qualitatif à travers le passage, à travers sa numérisation, à travers sa comptabilisation. Voilà, c'est des questions, j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup.